Toujours aucune nouvelle des 3 adolescents kidnappés en Cisjordanie il y a plus de 2 semaines. La tension monte à la frontière avec Gaza. L'armée israélienne a riposté ce week-end à une pluie de roquettes. Moscou vole à la rescousse de Bagdad. L'Irak reçoit des avions russes en pleine contre-offensive face aux djihadistes. L'assaut est toujours en cours pour reprendre la ville de Tikrit. Et puis Mondial 2014, le Brésil retrouvera la Colombie en quart de finale après avoir arraché sa qualification face au Chili. Le pays hôte de la compétition a retenu son souffle hier. C'est l'heure du débat dans le grand direct, je vous le disais. En titre, l'armée irakienne lance donc une contre-offensive face aux djihadistes. Elle a lancé l'assaut sur Tikrit, cet ancien fief de Saddam Hussein qui est situé à 160 km au nord de Bagdad. Des questions, est-ce que l'armée irakienne a les moyens de faire face aux djihadistes? Comment est-ce que la région va être redéfinie en fonction de cette crise? Quel regard porte Israël? On en parle avec nos invités. Tzrak Levanon, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël au Caire, et Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires. Alors parlons-en du militaire, cette contre-offensive de l'armée irakienne. Est-ce qu'elle est en train de reprendre le contrôle ou pas? Elle donne l'impression qu'il est en train de reprendre le contrôle, en tout cas qu'elle se reprend, parce qu'elle était en pleine débandade. Il semblerait que l'appui américain se précise. Le président Obama prétend vouloir éviter impliquer des troupes sur le terrain, mais le fait qu'il y ait des drones, inclus des drones armés en Irak, cela veut dire qu'il y a des troupes sur le terrain, parce que pour chaque drone qui vole, il faut un minimum de 20 personnes au sol qui sont des combattants. Oui, mais il y a un objectif derrière ces drones. Il affirme que ces drones sont uniquement destinés à préserver les diplomates sur place, seulement à préserver les intérêts américains sur place. Il ne s'agit pas vraiment de s'ingérer. Oui, c'est ce qu'il dit, mais une fois que ces drones sont sur le terrain, ils seront bien obligés de tirer à un moment ou à un autre, ne serait-ce que parce qu'eux-mêmes, les drones, seront menacés par les tirs des islamistes. Alors, Tzrak Levanon, vous êtes d'accord? L'armée est en train de reprendre la main face aux djihadistes? Non. Malheureusement, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ce que je pense, c'est que l'armée irakienne est en train de peut-être de faire un effort pour arrêter l'avance de ces djihadistes, oui. Parce qu'il faut prendre en considération que Tikrit, vous l'avez bien mentionné, que c'était là où Saddam Hussein, il est né là-bas, enfin, il a toute sa famille. Toute cette région-là, elle est en majorité sunnite. Et l'armée irakienne, elle est en majorité chiite. Je ne crois pas que l'armée irakienne, ou un chiite, il est prêt à mourir pour reconquérir un certain territoire contre les sunnites. Ça entre en jeu, vous êtes d'accord? L'armée chiite face dans un territoire sunnite? Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison, puisqu'il y a énormément de désertions récemment dans les rangs de l'armée irakienne, que ce soit des sympathisants sunnites ou des sunnites, que ce soit effectivement, comme vous l'avez dit, des chiites qui ne voient pas vraiment la nécessité de tomber au combat pour des lieux saints qui ne sont pas les leurs. Alors une armée pas très motivée, si on peut le dire, le Parlement qui doit se réunir Non, mardi. la motivation existe lorsqu'on va arriver à Bagdad. Là, je crois que l'armée irakienne, elle est prête à mourir pour conserver Bagdad et la région où se trouve la majorité des chiites, oui. Donc c'est en fonction des zones? Malheureusement, c'est le cas. Mais il va falloir conquérir toutes ces zones pour faire face aux djihadistes. On ne peut pas seulement se concentrer sur la capitale. Regardez, lorsqu'on parle des djihadistes dans la région, ce qu'on appelle le ISIS ou le djihad ou le Daesh, ce qu'on appelle en arabe, je crois qu'il y a d'autres éléments aussi qu'il faut prendre en considération. Il y a par exemple les tribus qui combattent avec Daesh. Ils ne sont pas d'accord avec Daesh, mais ils sont sunnites pour reconquérir le pouvoir contre les chiites. Il y a par exemple les officiers qui sont eux qui mènent le combat, par exemple, les ex-officiers de Saddam Hussein. Il y a même ce qu'on appelle le mouvement salafiste Naqshbandi qui a adopté par exemple la personnalité de l'adjoint de Saddam Hussein, Ezzedine Ibrahim El-Douri. Et eux aussi, ils veulent reconquérir, aussi la fille de Saddam Hussein, ils veulent reconquérir, par exemple, le pouvoir à Bagdad. Tous travaillent ensemble, mais chacun a son agenda particulier, et ils ont son objectif particulier. Donc ça sera très difficile à l'armée irakienne, qui est en majorité des chiites, de reconquérir tout le territoire qu'elle a perdu.
Et encore plus difficile peut-être de se réunir au sein d'un même Parlement, le Parlement qui doit se réunir mardi pour déclencher la formation d'un gouvernement. Est-ce qu'une solution politique est possible selon vous? Tout le problème a commencé avec le fait que El Maliki, qui est chiite, qui est le Premier ministre, il a refusé d'intégrer au sein de son gouvernement les Kurdes, les sunnites et les autres qui sont les éléments qui forment, disons, la société irakienne. Je crois que s'il change d'avis, et il constitue un gouvernement de coalition, un gouvernement qui va incorporer à l'intérieur les Kurdes, les sunnites, etc., ça pourrait arrêter un tout petit peu l'avance des Daesh, de ces djihadistes, oui. Et pour l'instant, ces djihadistes qui progressent, Raphaël Jérusalemi, la Jordanie d'ailleurs est sous pression face à cette progression. Est-ce qu'elle pourrait être la prochaine cible des djihadistes? Oui, alors elle pourrait, et c'est ce qui fait monter d'un cran, parce qu'effectivement, sur le terrain, au sein de l'Irak même, il y a tous ces intérêts tribaux qui sont en jeu. Et au sein de l'Irak, tous les problèmes que vous avez mentionnés sont vrais par rapport aux décisions gouvernementales d'El Maliki. Ce qui peut sauver El Maliki, s'il ne donne pas la parole aux minorités qu'il ignore en fait dans son gouvernement, c'est l'extension du conflit hors de l'Irak. Les conflits débordent vers la Syrie, débordent vers la Jordanie. Et à ce moment-là, il y aura des interventions extérieures pour Maliki. Il y aura aussi des aides qui vont venir de Syrie, par exemple, ou du Liban, pour le nouveau califat, parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle le califat, maintenant. Non, aussi, enfin, aujourd'hui, ils ont décidé... Ça s'appelle le califat, oui. Ils ont changé le nom est-ce qu'elle n'est pas inévitable, cette généralisation du conflit? C'est dans la raison d'être même de ce groupe, le IEL, qui veut construire un État islamique à cheval entre la Syrie et l'Irak. Elle serait évitable s'il n'y avait pas cette idée du califat. C'est-à-dire, si le but était irakien, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans la politique irakienne, dans la représentation des minorités au gouvernement au sein de l'Irak, il y aurait une certaine logique interne. Mais en fait, il y a une ambition, celle du califat, donc jusqu'à l'Euphrate, etc., qui fait déborder ce conflit vers tout le Proche-Orient, qui implique en fin de compte les Saoudiens, les Égyptiens. C'est d'ailleurs le dénominateur commun de tous les djihadistes, que ce soit Beit el-Maqdis au Sinaï, ou bien que ce soit Ansar, Jabhat al-Nusra en Syrie, ou bien le Daesh en Irak. Ce sont tous des djihadistes qui ont le même but, c'est de constituer le califat islamique, l'État islamique, qui soit géré d'après les règles de la charia islamiste et du califat. C'est l'idée derrière tout cela. Mais je crois qu'en ce qui concerne la Jordanie, il y a un élément qui pourrait alléger un tout petit peu la situation face à la Jordanie. Ce sont les tribus qui sont dans la région de Anbar. La région frontalière d'Anbar, elle est frontalière avec la Jordanie. Et les tribus sont contre Daesh et ne vont pas permettre qu'il avance vers la Jordanie. Alors, face à ces bouleversements, on avait peu entendu jusque-là Israël. Et ce soir, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a donné une conférence. On l'a suivi en direct sur notre antenne. C'était à l'université de Tel Aviv, une conférence sur la sécurité. Et là, il s'est exprimé en détail sur ces bouleversements. Il affirme tout d'abord qu'il faut donner l'indépendance aux Kurdes. Les Kurdes, c'est le nouvel allié d'Israël. Il y a des intérêts pétroliers en jeu. Une gaffe politique, à mon avis. Pourquoi ? Tout simplement parce que, regardez, Israël peut avoir, et elle a des relations avec plusieurs pays arabes. Vous pouvez aussi avoir une position, mais je crois que face au bouleversement qu'on voit dans le Moyen-Orient, c'était une erreur politique de s'exprimer de façon très claire vers une indépendance des Kurdes. Vous pouvez le penser. Vous pouvez travailler derrière les rideaux, oui, mais vous s'exprimez de façon très claire, vous allez embarrasser les Kurdes et vous allez soulever les Turcs contre les Kurdes, Erdogan contre les Kurdes, et ça va donner aussi un peu d'élan pour ces djihadistes qui disent, bon voilà, vous voyez, les Kurdes avec Israël, Israël avec les Kurdes, il faut attaquer les Kurdes aussi. Je crois que c'était une gaffe politique de la part du Premier ministre. Gaffe politique, gaffe stratégique, vous êtes d'accord ? Non, sur la politique, je ne saurais pas m'exprimer. Alors, stratégique peut-être sur le plan stratégique, ce n'est pas la première fois qu'Israël fait appel aux Kurdes ou que les Kurdes font appel à Israël. Donc il y a une possibilité de travailler avec eux. Les Israéliens ont pris aussi contact avec les Saoudiens, avec les Jordaniens. Les Américains offrent leur parapluie, leur coupole sur cette union qui est pour l'instant tacite et immobile, si vous voulez. Mais il y a certainement un accord de plusieurs pays au Proche-Orient pour stopper cette avance
du califat des djihadistes. Je ne sais pas, il est jamais bon, en tous les cas, je ne suis pas un politicien, mais en sécurité, il n'est jamais bon de dévoiler son jeu, de mettre les cartes sur la table. Est-ce qu'il y a un autre calcul politique? Ça, je ne peux pas le dire. Mais en toute franchise, moi, je ne vois pas l'intérêt de s'exprimer de cette façon-là et d'embarrasser les autres. Alors pourquoi il a fait ce soir, et ce soir en particulier? Je ne sais pas, il faut lire les articles demain matin dans les journaux. En tout cas, Benyamin Netanyahou, dans cette crise irakienne, il a d'autres inquiétudes. C'est l'Iran, ce rapprochement États-Unis, Iran. Rien de nouveau. Est-ce qu'il ne va pas aller plus loin dans cette crise irakienne? On parle même de coopération sur le terrain. Vous nous en parlerez peut-être entre l'Iran et les États-Unis? Regardez, c'était un discours programmatique, bien dit, mais il n'y a rien de nouveau. À part, par exemple, les bonnes paroles qu'il a dites de Abu Mazen, par exemple, ou bien qu'Israël, il a insinué que l'Israël, au cas où la Jordanie serait en danger, Israël serait là présente à côté de cela. Bon, il a parlé de la question des Kurdes. Mais en ce qui concerne l'Iran, il n'y a rien de nouveau, c'est la même position israélienne. Cette coopération, ce rapprochement États-Unis, Iran, est-ce que n'est pas en train d'aller plus loin? Est-ce qu'Israël ne doit pas s'inquiéter sur le dossier nucléaire? Il pourrait y avoir un chantage de l'Iran qui agit sur la crise irakienne et qui demande des contreparties sur le dossier nucléaire iranien? Moi, je crois qu'il y a une contradiction intégrale, interne, de base, entre les Américains et le régime iranien. Mais oui, il y a un ad hoc des intérêts sur place qui ont été créés par ces djihadistes qui mènent que les Américains sont en train, disons, de fermer l'œil sur ce que l'Iran fait en Irak et vice-versa aussi. C'est une alliance de circonstances, vous dites, les États-Unis et l'Iran sur le dossier irakien? Les États-Unis savent souvent commettre des erreurs et le président Obama... sans problème, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que ce qu'il fait par rapport à l'Iran est une grave erreur. Mais il fait une autre erreur. Il vient de demander au Congrès $1,5 milliard pour former, pour monter des unités anti-djihadistes qui seront recrutées en Syrie parmi les rebelles modérés contre Assad. Alors, les rebelles modérés contre Assad, l'Iran qui est modéré. Les Américains voient beaucoup de modération dans une région du monde où il n'en existe pas. Ils sont naïfs, les États-Unis, selon vous? Où ils sont naïfs, ou peureux, ou paresseux. Je ne sais pas quel est le motif, mais ils ne lisent certainement pas la carte comme ils devraient la lire, certainement pas sur le plan stratégique. Même avec un demi-milliard de dollars, il n'aura pas une force rebelle modérée, ni en Syrie, ni en Irak, ni nulle part au Proche-Orient. Les Américains ont vu dans les frères musulmans en Égypte des éléments modérés. Et donc là encore, ils sont en train de reproduire cette erreur en armant les djihadistes syriens, les rebelles syriens modérés face aux djihadistes irakiens? Regardez, en principe, il fallait le faire. Il fallait, oui, aider les libéraux ou les modérés, disons, qui se sont soulevés contre le régime d'Assad. Mais dès le début, finalement. Mais dès le début. Ceci n'a pas été fait. Et dans le vide qui a été créé, on a vu que Daesh, ces djihadistes de l'Irak, ils sont venus auparavant en Syrie. Ensuite, ils sont partis en Irak. Avec l'appui des Américains. Donc, il y a des erreurs qu'on voit de façon très claire. On a vu des erreurs avec les Égyptiens, jusqu'à maintenant, aujourd'hui. On va en Syrie, maintenant on va en Irak. Et je peux dire aussi qu'ils fassent des erreurs avec nous aussi. Qui va ressortir gagnant de cette crise, selon vous? Avec laquelle crise? La crise irakienne. Est-ce que ça va être les Kurdes qui vont pouvoir peut-être obtenir leur indépendance? On a vu qu'ils faisaient l'objet de tampons face aux djihadistes. Ils vont demander une contrepartie derrière. Regardez, sur le plan immédiat, ce sont les Kurdes. Parce que bon, ils ont Kirkouk aujourd'hui avec les puits pétroliers. Et ils ont, disons, une autonomie qui est un peu élargie. Ce sont les gagnants immédiats. Dans le futur, c'est très difficile de prévoir parce qu'on ne sait pas ce qui va venir avec le Daesh, s'il va arriver, s'il va pousser vers Bagdad ou sinon, ou bien il va être arrêté. Le Daesh qui est l'État islamique en Irak au Levant, on le rappelle. Oui, enfin, le Levant, avec le Cham, c'est pas le Levant, c'est le mouvement islamiste, oui. Il s'appelle Daesh, disons dans les sigles en français. Donc c'est très difficile de prévoir en quelle direction ils vont pousser, ou bien ils vont s'arrêter et commencer à former cet État là où il se trouve aujourd'hui. Ils ont commencé avec les banques, ils ont commencé avec la communauté, ils impliquent la religion et la charia islamite sur place, là où ils se trouvent. Et plus d'éducation pour les femmes, le voile toujours, il ne faut pas sortir de la maison. Donc ils ont commencé à implémenter, disons, ou à réaliser les idées de la charia islamiste ou du califat. Et ils ont les moyens militaires de leurs ambitions?
Ils ont les moyens militaires, je les appellerais des moyens paramilitaires ou de guérilla de la mission. Ce sont avant tout des gangsters qui financent leurs activités par le racket, par l'extorsion de fonds, le kidnapping. Ils ont quelques appuis discrets du Qatar, des États du Golfe, mais dans l'ensemble, nous parlons d'une bande de pillards. Le califat est une notion du Moyen-Âge. Le grand califat arabe a régné de la fin du Moyen-Âge jusqu'à 1100. Non, jusqu'à 1923. C'était Atatürk qui a aboli le califat. Du califat d'Orient, le califat d'Orient. Ce débat touche en tout cas à sa fin. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Tout de suite, l'invité du Grand Direct. On interroge un habitant de Sderot qui a été sous le feu des roquettes ce week-end. Restez avec nous.